Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Filmonautes, les mondes du cinéma. Durant notre précédent cours, on s'est intéressé à toutes les étapes entre le script et le tournage, et c'est bon, on y est, cette fois-ci, on arrive au tournage et à la mise en scène. Petit rappel sur la vision du réalisateur. Le réalisateur, c'est le maître d'orchestre, comme on l'avait déjà vu durant le cours 2, responsable de transformer une idée en une expérience visuelle et émotionnelle. Cette vision repose sur un subtil équilibre entre préparation minutieuse, comme on l'a vu, et capacité à improviser, c'est très important, c'est ce que je vous dis à chaque fois, tout en tenant compte des contraintes. Ici, l'idée, c'est d'expliquer le rôle du réalisateur au-delà de la direction technique et mettre en lumière les compétences de gestion et d'adaptation indispensables pour réussir un tournage. Planifier pour maîtriser, on en a parlé, storyboard et scénarisation visuelle. Le réalisateur travaille avec un storyboard pour planifier les angles de caméra, la composition des scènes et les mouvements de caméra. Cela permet d'anticiper les défis visuels et de mieux structurer le tournage. En termes de repérage et de test lumière, on va identifier les lieux et faire des tests de lumière, indispensables pour éviter les mauvaises surprises et garantir la cohérence de l'ambiance visuelle. En termes de choix de techniques préparatoires, on va sélectionner les objectifs, les caméras, les types de prise de vue pour chaque scène. Par contre, ce qui est très important, il faut savoir s'adapter et écouter. L'improvisation sur le plateau va être très importante et il faut savoir la canaliser. Ce qu'il faut se dire, c'est que la réalité du tournage est souvent imprévisible. Et un réalisateur doit savoir improviser face aux contraintes et aux inspirations soudaines. Il faut être à l'écoute du casting et de l'équipe. La mise en scène bénéficie des contributions des acteurs et des techniciens. Il faut s'adapter aux circonstances, à la météo, aux lumières imprévues, aux dynamiques entre les acteurs. Le réalisateur, justement, doit savoir ajuster sa vision en conséquence. Il faut savoir travailler avec les limites et les imprévus. Il y a des contraintes évidemment budgétaires. Les limites financières influencent les choix des lieux, des matériels et parfois même la distribution. Il y a des contraintes techniques liées aux équipements, par exemple des limitations de caméra ou de sonorisation qui nécessitent souvent des ajustements créatifs. Il y a des délais et des plannings. Les temps restreints poussent le réalisateur à optimiser chaque minute de tournage et à réduire les retakes. Trouver un équilibre, justement, la vision du réalisateur doit être dans le mouvement. L'idée, c'est d'allier préparation et flexibilité. Les réalisateurs de renom utilisent une préparation minutieuse tout en s'accordant de la liberté pour adapter et évoluer en fonction du tournage. Il faut savoir gérer les imprévus. Parfois, des accidents de tournage donnent naissance à des moments magiques et imprévus dans le film, par exemple une improvisation d'acteur qui devient iconique. Maintenir une cohérence de vision, le réalisateur reste le gardien de la vision globale malgré les changements et les compromis. Par exemple, si vous vous rappelez de cette fameuse séquence d'Indiana Jones face à un combattant avec une épée qui fait toute une scénographie pour essayer d'impressionner Indiana Jones. Et là, on voit Indiana Jones juste sortir son arme et tirer. Cette scène aurait été en tout cas improvisée par Harrison Ford. Et c'est devenu une scène iconique aujourd'hui. Sur la préparation des scènes et des répétitions, la préparation est une étape essentielle du processus de la mise en scène. Elle permet de garantir que chaque aspect de la scène, de l'orientation des acteurs à la mise en place des éléments visuels, soit parfaitement aligné avec la vision du réalisateur, justement. Cela assure la fluidité et l'impact émotionnel de la scène. La préparation va inclure la planification minutieuse des positions des acteurs, des mouvements et de l'ensemble de la composition de la scène. Chaque aspect, du décor à l'interaction entre les personnages, est pensé pour exprimer un message ou une émotion particulière. Sur la mise en place des acteurs et des mouvements, le réalisateur doit orchestrer les déplacements des acteurs pour que chaque mouvement ait une signification narrative. Le placement des acteurs dans l'espace doit également suivre la logique de l'histoire et des relations entre les personnages. Le positionnement des acteurs est crucial pour la composition de l'image, qui renforce l'histoire visuellement. Les déplacements des acteurs ne sont pas laissés au hasard, chaque mouvement doit refléter les émotions ou les tensions présentes dans la scène. Par exemple, un acteur qui se déplace vers un autre peut marquer un rapprochement émotionnel ou une confrontation. La répétition avant le tournage. La répétition permet d'explorer le texte, les déplacements et les émotions avant de passer au tournage. Elles servent à affiner la fluidité des dialogues et des mouvements tout en s'assurant une bonne synchronisation avec l'équipe technique. Les répétitions servent à tester les différents aspects de la scène, notamment les déplacements, les dialogues et la manière dont l'acteur transmet ses émotions. C'est aussi une occasion pour le réalisateur de coordonner les aspects techniques comme les angles de caméra et l'éclairage. Ces moments permettent de déceler des problèmes éventuels et de les ajuster avant le tournage, ce qui va garantir une exécution plus fluide le jour J. Il faut s'adapter et s'ajuster sur le plateau. Sur un tournage, des imprévus, comme on l'a dit, surviennent très fréquemment. Il est donc très important que le réalisateur puisse ajuster sa vision en fonction de ses contraintes, qu'elles soient techniques, logistiques ou humaines. Les imprévus sur le plateau, comme des problèmes de météo ou des ajustements techniques, peuvent forcer le réalisateur à repenser une scène. Il faut être capable de répondre très rapidement à cette contrainte-là.
Les ajustements ne concernent pas seulement les aspects techniques, mais aussi la performance des acteurs. Parfois, une nouvelle idée peut surgir sur le moment, modifiant la direction de la scène. Par exemple, si un acteur improvise une réplique ou une gestuelle qui semble plus authentique, le réalisateur doit être prêt à l'adopter. Il ne faut pas qu'il reste fermé, hein. La question c'est, est-ce que ça renforce ou pas l'émotion d'une séquence ou d'une scène donnée. Sur le travail de la caméra pendant la prise. Donc on l'a dit, on avait déjà choisi ça au moment des storyboards et du découpage technique. Donc maintenant on peut tester en réel, on voit, on place nos caméras, etc. pour adapter les angles à l'action sur le plateau. Au moment du tournage, les choix des plans et des angles doivent s'adapter au mouvement réel des acteurs et aux contraintes du décor. Cela nécessite une coordination avec les acteurs pour assurer une capture fluide et cohérente de leurs expressions et de leurs gestuelles. Pour avoir une décision rapide en fonction de l'ambiance et de l'émotion, le réalisateur ajuste les angles en fonction du jeu des acteurs et de l'énergie de la scène. Je dis, des fois, le storyboard, c'est juste un outil technique. La réalité se passe au moment du tournage. C'est l'instant du tournage qui va permettre d'imprimer définitivement l'émotion sur l'écran. Un changement de gros plan à plan moyen peut être décidé pour nuancer justement une réaction. Il faut prendre en compte évidemment la lumière naturelle ou artificielle. Les angles sont souvent adaptés en temps réel pour éviter les ombres non désirées ou exploiter une lumière naturelle changeante. Sur les mouvements de caméra en termes de travelling et de mouvements synchronisés avec les acteurs sur le plateau, le mouvement de caméra doit s'ajuster au déplacement des acteurs. Par exemple, un travelling latéral peut suivre un acteur qui marche, permettant de maintenir un cadre cohérent sans couper les flux de la scène. Il faut avoir des réglages en temps réel des mouvements complexes. Les mouvements de caméra tels que la grue, le steadicam ou le dolly doivent être parfaitement coordonnés avec l'action pour que la scène soit le plus fluide possible. La plus fluide possible. Cela nécessite souvent des répétitions, une communication étroite entre le réalisateur, le caméraman et les acteurs. Il faut savoir aussi improviser pour capter des moments uniques, comme on l'a dit. Il arrive que des mouvements soient improvisés pour capturer une réaction spontanée d'un acteur ou un élément de décor inattendu, ajoutant une touche d'authenticité. Donc si un mouvement n'était pas prévu à l'origine et que ça rend bien, il faut être à l'écoute et se dire que in fine, ça renforce la scène. En termes de point de vue de subjectivité, il faut avoir un alignement avec le ressenti des personnages. Au moment du tournage, le réalisateur peut choisir de positionner la caméra de manière à renforcer le point de vue émotionnel d'un personnage, comme en plaçant la caméra à hauteur de ses yeux pour une expérience plus immersive. En termes d'interaction directe avec le décor et les éléments de la scène, le point de vue peut être influencé par les contraintes physiques du décor, obligeant parfois à adapter le cadrage pour exprimer l'espace ressenti par le personnage. La caméra est témoin des moments clés. La caméra peut être placée pour capturer des regards, des gestes ou des interactions spontanées, sans que l'acteur en soit totalement conscient, pour donner une sensation de vérité documentaire ou de proximité avec le personnage. Par rapport à la direction d'acteur sur le plateau, il faut d'abord créer une confiance mutuelle entre le réalisateur et les comédiens. C'est extrêmement important. Une bonne relation entre le réalisateur et l'acteur repose sur la confiance. Le réalisateur doit créer un environnement où l'acteur se sent soutenu mais aussi mis au défi. Cela permet à l'acteur de prendre des risques et de pousser sa performance plus loin. Il faut comprendre par expérience que les acteurs, les actrices, ce sont un peu des petites choses fragiles. Elles doutent et elles essaient de faire au mieux pour exprimer leurs sentiments. Et donc, il faut comprendre aussi leurs émotions et leurs difficultés parfois à s'exprimer à un moment donné. Donc, il faut être ouvert et être à l'écoute de ses propres acteurs. Il faut comprendre évidemment le personnage. Le réalisateur doit travailler avec l'acteur pour explorer, comprendre en profondeur les motivations et les contradictions du personnage. Il doit fournir des repères clairs tout en laissant une certaine liberté créative pour que l'acteur puisse s'approprier pleinement son rôle. Par exemple, Stanley Kubrick est connu pour ses méthodes très exigeantes. Il a développé une relation de travail complexe avec Jack Nicholson lors du tournage de Shining qu'on voit à droite. Et Kubrick a poussé Nicholson dans ses limites, ce qui aboutit à une performance inoubliable. Après, est-ce que c'est la bonne méthode à suivre? Je ne recommande pas forcément d'utiliser la méthode Kubrick, mais c'est une méthode qui existe. Il faut qu'elle soit évidemment contrôlée pour pas que ça ressemble évidemment à toute forme de harcèlement professionnel. Donc, quelques techniques pour diriger les acteurs. Évidemment, une écoute active. Première étape pour diriger un acteur efficacement est d'écouter évidemment ses propositions et ses intuitions. Le réalisateur doit instaurer un climat de confiance où il se sent libre d'explorer ses émotions et ses réactions. Une bonne écoute permet de comprendre ce que l'acteur apporte à son personnage et de l'aiguiller en fonction de la vision du film. Il faut avoir une communication claire et précise, il faut être transparent, il faut être franc, etc. C'est extrêmement important. Pas de sous-entendus, pas de... etc., etc. Tout ça, il faut communiquer de façon la plus claire possible. En expliquant justement les intentions émotionnelles derrière chaque scène. Cette communication doit parfois être non verbale, notamment par des gestes ou des indications sur l'ambiance d'une scène.
L'ajustement entre ce que le réalisateur souhaite et la performance de l'acteur est souvent fait en temps réel. Par exemple, dans Le Parrain, Francis Ford Coppola avait une manière subtile de diriger Marlon Brando, on peut les voir tous les deux à droite, en lui permettant d'explorer des nuances subtiles tout en maintenant une direction claire, ce qui a permis à Brando d'offrir une performance, là pour le coup, très fortement inoubliable. La préparation d'une scène avec les acteurs. Il y a évidemment l'étape de la lecture du script. Avant le tournage, le réalisateur doit s'assurer que chaque acteur a bien compris son personnage et le contexte émotionnel de la scène. Cette préparation implique souvent une lecture approfondie du script et des discussions sur les motivations du personnage et la façon dont la scène s'intègre dans l'ensemble de l'histoire. Il y a les répétitions, évidemment, qui permettent de trouver les meilleures intonations et les attitudes, mais aussi d'ajuster le jeu de l'acteur à l'espace et aux autres acteurs. Ces répétitions doivent parfois se faire en lien avec la mise en scène et le placement des acteurs dans l'espace. Par exemple, dans le film Un tramway nommé Désir, Elia Kazan, le réalisateur, a travaillé minutieusement avec Vivien Leigh et Marlon Brando pour rendre leur performance plus authentique. Les répétitions ont permis ici de jouer avec les tensions et les émotions des personnages dans un contexte intimiste. On voit Vivien Leigh et Marlon Brando sur la droite. Il faut avoir un coaching d'émotions et sur les attitudes. Donc l'idée c'est de susciter des émotions les plus authentiques. Le réalisateur travaille directement avec les acteurs pour explorer et faire émerger les émotions nécessaires à la scène. Cela implique de leur fournir des repères émotionnels précis, parfois en utilisant des anecdotes ou des métaphores personnelles, pour que les acteurs ressentent et expriment les nuances des personnages de manière naturelle. Il y a un travail aussi sur les attitudes corporelles. La communication est en grande partie non verbale. Le langage corporel est souvent essentiel pour transmettre l'état émotionnel du personnage. Le réalisateur aide les acteurs à adapter leur posture, leur rythme de marche, leur expression faciale, même leur respiration pour refléter les subtilités du personnage, ce qui va rendre leur interprétation bien plus convaincante. Certains réalisateurs, par exemple, utilisent des techniques spécifiques comme des exercices de relaxation, des jeux d'improvisation ou des discussions approfondies sur le passé imaginaire du personnage pour faciliter justement un jeu réaliste et nuancé. En termes d'instruction en temps réel, il faut avoir des ajustements subtils pendant la prise. Pendant le tournage, le réalisateur ajuste souvent les réactions des acteurs pour affiner les émotions et adapter leur jeu au changement de ton, aux interactions imprévues ou aux réactions des autres acteurs. Cela peut inclure par exemple des modifications de la voix, du tempo, de la gestuelle. Pour rendre les dialogues plus crédibles, le réalisateur peut intervenir entre les prises pour affiner la manière dont une réplique est livrée. Par exemple, il peut demander à un acteur de faire une pause pour mieux souligner un mot ou de changer l'intonation pour donner une connotation différente. Sur la coordination entre les acteurs, le réalisateur joue souvent un rôle de médiateur pour s'assurer que chaque acteur réagit de manière cohérente aux actions et aux émotions des autres. Cela aide à maintenir l'authenticité de la scène pour éviter des performances décalées. Il y a un équilibre, le réalisateur doit chercher, il y a un certain équilibre que doit rechercher le réalisateur entre liberté créative et contrôle. Encouragé à l'improvisation, le réalisateur doit savoir donner aux acteurs suffisamment de liberté pour qu'ils puissent explorer leurs personnages et parfois improviser des réactions spontanées. Cela peut apporter une dimension inattendue et naturelle aux scènes, capturant des moments bien plus uniques. Il faut avoir quand même un respect de la vision globale. Si on part totalement en improvisation, qu'il n'y a plus de contrôle, ça va être problématique. C'est pour ça qu'il faut encourager cette liberté, mais le réalisateur doit cadrer, guider les acteurs pour que leur improvisation s'intègre dans la direction narrative et visuelle du film. Cela peut nécessiter de rappeler subtilement les enjeux de la scène ou les motivations du personnage pour maintenir la cohérence. Le climat de confiance est clé. Un bon équilibre entre liberté et contrôle repose sur cette relation de confiance entre le réalisateur et les acteurs. En instaurant un environnement où les acteurs se sentent à l'aise, le réalisateur peut obtenir justement des performances plus naturelles tout en restant fidèle à la vision du film. Évidemment, le but, c'est pas de nuire à ces acteurs, c'est pas de les frustrer, parce que évidemment, si on les frustre, s'ils sont en colère, ils vont mal jouer. Donc, c'est pas dans notre intérêt de les frustrer, en fait, nos comédiens. Sur la gestion de l'espace et des décors. Donc, le placement, on a parlé des placements des acteurs dans le cadre. Donc, le placement des acteurs dans un cadre peut être un outil, comme on l'a dit, puissant pour véhiculer des significations subtiles. L'espace entre les acteurs et leur position dans le cadre permet de jouer avec les relations, la hiérarchie ou la tension. Par exemple, un personnage isolé dans un coin peut évoquer la solitude ou la peur, tandis que deux personnages proches, l'un de l'autre, peuvent suggérer une intimité ou une complicité. Le placement doit aussi être pensé en fonction des mouvements de caméra. On a parlé des fameux plans au sol. Un acteur trop loin du centre du cadre ou mal positionné par rapport à la caméra peut nuire à la lisibilité d'une scène. Le cadre, souvent accompagné d'un angle spécifique, doit guider le regard du spectateur et mettre en valeur ce qui est important. On peut le voir sur la droite sur The Social Network. David Fincher utilise le placement des personnages dans le cadre pour marquer la tension entre les différents protagonistes.
Les personnages se retrouvent souvent seuls dans les cadres étroits, ce qui reflète leur isolement émotionnel. On voit ici les deux anciens amis où il y a une relation conflictuelle entre les deux, où il y en a un qui domine l'autre. En fait, c'est celui qui est assis qui domine. Donc, celui qui représente Mark Zuckerberg, c'est lui qui domine les autres, en fait, en vrai. Comment le mouvement des acteurs influence la dynamique de la scène? Le mouvement des acteurs peut dynamiser une scène ou au contraire ralentir le rythme. Un personnage qui entre ou qui quitte un espace, se déplace dans un décor précis, euh, peut marquer un tournant dans l'histoire ou renforcer l'émotion d'une scène. Ce mouvement doit être planifié pour éviter les déplacements inutiles ou inappropriés. Les mouvements rapides ou saccadés peuvent induire une sensation d'urgence ou de conflit, tandis que des mouvements lents, mesurés, peuvent signifier introspection et tension accumulée. De plus, la manière dont un acteur se déplace, par exemple sa façon de marcher, peut aussi transmettre des aspects de son caractère. Est-ce qu'il boite pas, est-ce qu'il marche droit, est-ce qu'il marche de façon bossue, etc. Dans La La Land, la scène d'ouverture utilise un long plan séquence, on peut le voir sur la droite, où les acteurs se déplacent et chantent en harmonie. Les mouvements fluides dans cet espace commun renforcent la sensation d'énergie, justement, et d'unité. Comment on utilise les décors naturels et artificiels? Donc, lorsqu'on travaille avec des décors naturels, comme des rues, des bâtiments ou des paysages, le réalisateur doit tenir compte des contraintes du lieu, on l'a dit, hein, la lumière, les éléments fixes et les bruits ambiants. Ces décors peuvent offrir une authenticité unique, mais souvent aussi limiter les choix dans le cadrage et dans l'éclairage. En revanche, un décor artificiel créé en studio permet de contrôler tous les aspects visuels et sonores, mais il doit rester crédible et en phase avec l'histoire du film. Le décor joue un rôle crucial pour transmettre l'atmosphère et le ton du film. Par exemple, un décor minimaliste et épuré dans un film d'horreur peut accentuer la tension, tandis qu'un décor baroque dans un film dramatique peut renforcer le sentiment de grandeur ou de décadence. Dans La La Land, les décors naturels de Los Angeles, qu'on peut voir en haut à droite, renforcent la dynamique et l'optimisme du film, tandis que dans Blade Runner, vous voyez qu'on a le même comédien, Ryan Gosling, deux ambiances totalement différentes. Les décors artificiels ici et futuristes créent une ambiance par définition dystopique. Il faut aussi jouer avec la profondeur et la perspective. L'utilisation des éléments de décor pour jouer avec la profondeur et les perspectives peut justement accentuer l'impact visuel. Par exemple, l'utilisation d'éléments en arrière-plan, comme des fenêtres ou des portes, peut ajouter de la profondeur et aider à structurer l'image de manière plus dynamique. En jouant avec les angles de caméra et la position des éléments de décor, il est même possible de créer des effets de distorsion, de confinement ou d'ouverture. Cela permet de guider l'œil du spectateur et de renforcer le message émotionnel ou narratif de la scène. Par exemple, une perspective plongeante peut symboliser une perte de pouvoir ou une situation de vulnérabilité. Dans Inception, justement, qu'on peut voir à droite, Christopher Nolan utilise la manipulation des perspectives et des profondeurs pour créer un monde onirique où la réalité semble se déformer et se plier. On peut voir justement sur la droite, c'est un hommage d'Inception à l'escalier de Penrose, qui est un escalier impossible. En fait, on monte et on descend de façon infinie sur cet escalier. L'interaction des acteurs avec l'environnement. D'abord, il faut avoir une authenticité des déplacements. Les déplacements des acteurs doivent sembler naturels. Dans le cadre choisi, il est crucial que les acteurs se déplacent en fonction de l'espace disponible, que ce soit un décor naturel ou artificiel, pour que la scène paraisse évidemment le plus crédible possible. Le réalisateur doit veiller à ce que chaque mouvement serve le rythme de la scène, tout en restant fluide et cohérent avec le décor. Les acteurs peuvent interagir avec les éléments du décor pour renforcer la scène, que ce soit en touchant des objets ou en s'appuyant sur des meubles, ou en utilisant l'environnement pour souligner une émotion. Cela va rendre l'interprétation plus engageante et réaliste. Dans le film The Revenant d'Iñárritu, DiCaprio interagit fréquemment avec la nature, les arbres, l'eau, la neige, pour souligner son isolement et sa lutte pour la survie, ce qui va rendre l'environnement une partie intégrante de son combat. On peut le voir sur la droite, justement, à un moment clé du film. Il faut maîtriser le rythme et la temporalité, ça c'est extrêmement important. Le timing est essentiel pour créer la bonne dynamique dans une scène. Chaque action et réplique doivent être exécutées avec le bon timing pour garantir l'efficacité dramatique. Le rythme sert à maintenir l'énergie de la scène et s'assurer que le spectateur reste captivé. Par exemple, un acteur peut délivrer une réplique importante de manière plus lente pour en souligner l'intensité, ou au contraire accélérer pour créer une impression de panique ou de précipitation. Un rythme maîtrisé permet de renforcer la tension et de créer des moments de relâchement. Une scène, en fait, l'idée sur le rythme, c'est qu'on ne peut pas faire un truc qui est tout le temps intense, des scènes qui sont tout le temps intenses ou des scènes qui sont tout le temps lentes. Donc l'idée, c'est d'alterner rythme lent, rythme rapide, pour dynamiser à chaque fois le récit et surprendre à chaque fois le spectateur. Dans Pulp Fiction, le dialogue entre Jules et Vincent est un excellent exemple, on peut le voir sur les droites, de maîtrise du timing des répliques où la tension monte progressivement avant un retournement inattendu. Jouer sur les pauses et les silences.
Les pauses et les silences dans un film ne sont pas des simples vides, ce sont des éléments puissants qui permettent de créer de l'espace pour l'émotion et la réflexion. Une pause avant une réplique importante ou un silence après un moment intense peut être utilisé pour augmenter la charge émotionnelle. Ces moments offrent aussi au spectateur l'opportunité d'absorber l'intensité d'une situation avant qu'elle ne progresse. La stratégie du silence. Un silence bien placé peut être aussi expressif qu'un dialogue. On a beaucoup de choses, on dit beaucoup plus de choses par un silence que par un mot. Un personnage qui attend une réponse sans rien dire pendant quelques secondes peut renforcer le sentiment d'incertitude ou de tension, ou encore mettre en valeur une scène de deuil, de réflexion, de confrontation. On peut le voir sur la droite dans Le Parrain, The Godfather en anglais, le silence après la question de Michael, où il lui dit Don't ask me about my business, Kay. Justement, il lui dit ça. Il est lourd de sens et renforce le poids de son rôle dans la famille. Le contrôle des durées de prise. Prolonger, est-ce qu'on prolonge la prise ou est-ce qu'on coupe plus tôt? Le réalisateur doit avoir une maîtrise parfaite de la durée d'une prise pour maximiser son impact émotionnel. Prolonger une scène au-delà de ce qui est nécessaire peut parfois diluer l'effet recherché, tandis que la couper trop tôt peut en réduire l'intensité. Il faut trouver un bon équilibre entre ces deux extrêmes pour que la scène garde son impact et son émotion. Parfois, ça peut être intéressant, prolonger une prise au-delà du confortable, comme dans un plan séquence, peut renforcer la tension de l'intensité du scène. C'est le cas dans 12 Years a Slave, qu'on voit à droite, dans la fameuse scène du fouet, où la scène du fouet est prolongée, rendant l'émotion encore plus poignante. On peut avoir la coupure précoce, une prise qui s'arrête juste avant que le personnage ne réagisse ou s'effondre peut créer un effet de suspense et de surprise. Cela peut également donner au spectateur une sensation d'inachevé ou d'incertitude. Après, idéalement, couper avant une émotion peut être problématique. On peut faire ça évidemment au moment du montage. Mais il faut savoir à quel moment j'arrête de couper la caméra. Coordination avec l'équipe technique, en termes d'éclairage, le directeur de la photographie, on parle aussi de DOP, et le réalisateur doivent travailler de concert pour créer l'ambiance visuelle. On voit à droite Denis Villeneuve et Roger Deakins, qui est directeur de la photographie en l'occurrence sur le plateau de Blade Runner 2049, qui est oscarisé, Roger Deakins entre parenthèses. Cela implique de choisir des sources de lumière, des couleurs et des ombres spécifiques, qui non seulement servent l'esthétique du film, mais aussi renforcent les émotions et le ton de la série. Par exemple, un éclairage dur et contrasté peut accentuer la tension, tandis qu'un éclairage plus doux et diffus peut suggérer la tendresse et la nostalgie. En termes de couleur et symbolisme, on en a parlé aussi dans un précédent cours. Évidemment, si vous choisissez du bleu, c'est une couleur froide. Si vous choisissez du rouge, c'est une couleur chaude. Ça va être décodé de façon précise par le spectateur. Il faut avoir une communication avec les ingénieurs du son. Le son joue un rôle évidemment primordial dans la mise en scène. Le réalisateur et l'ingénieur du son travaillent ensemble pour s'assurer que l'ambiance sonore soutient l'action à l'écran. Les prises de son doivent être adaptées aux choix visuels et narratifs, qu'il s'agisse des voix des acteurs, des bruits de fond ou des effets sonores spécifiques. Par exemple, le bruit d'une porte qui grince peut ajouter de la tension dans une scène de suspense, ou le son d'un vent fort peut accentuer l'isolement d'un personnage dans une scène intérieure. Le réalisateur et l'ingénieur du son doivent également veiller à ce que le dialogue soit clairement audible, c'est vraiment la clé, tout en créant un environnement sonore riche et réaliste. Parfois, cela implique justement des ajustements en temps réel durant le tournage en fonction de l'intensité de l'action et de la dynamique de la scène. Par exemple, dans une scène où les personnages crient dans un environnement bruyant, l'ingénieur du son peut ajuster les niveaux pour s'assurer que les émotions soient parfaitement captées sans perte de clarté. Dans le film Dunkerque de Christopher Nolan, l'utilisation du son et des bruits de guerre est vraiment cruciale pour immerger les spectateurs dans l'intensité du son, avec une attention particulière portée à la gestion des sons directionnels et des effets de pression atmosphérique. Avec l'équipe des effets spéciaux, la collaboration entre le réalisateur et l'équipe des effets spéciaux, pratiques et numériques, est vraiment essentielle pour garantir une mise en scène fluide et cohérente. Les effets spéciaux doivent être intégrés sans nuire à l'authenticité de l'action et de la performance des acteurs. Cela peut impliquer la création des décors numériques, des effets de destruction ou encore des éléments surnaturels qui interagissent avec l'environnement physique et des personnages. Il faut faire des précautions aussi avoir des précautions pour les jeux des acteurs lors du tournage des scènes impliquant des effets spéciaux pratiques, comme des explosions ou des éléments virtuels. Le réalisateur doit être précis dans ses instructions pour que les acteurs jouent de manière crédible, malgré l'absence d'éléments physiques présents à l'écran. Par exemple, un acteur peut devoir réagir à un objet invisible, qui nécessite évidemment une préparation minutieuse pour maintenir la crédibilité, si on filme sur un écran vert, par exemple. On peut donner un exemple, là c'est un peu plus technique. James Cameron, pour le Avatar, a étroitement travaillé avec l'équipe des effets spéciaux pour créer un monde entièrement virtuel,
où les interactions entre les acteurs et les éléments de CGI, les images générées par ordinateur, étaient parfaitement synchronisées. Ce travail d'équipe a permis de faire ressortir les émotions, notamment avec les techniques, on l'a vu, de performance capture. Alors on va juste s'intéresser à deux approches, il y en a plein évidemment, mais qui sont un peu antithétiques, deux approches de la mise en scène. On va s'intéresser à Stanley Kubrick et à Clint Eastwood. Alors Stanley Kubrick, il est entre une certaine forme de, il est connu pour une certaine forme de rigidité et une certaine forme de perfectionnisme. En termes de répétition infinie, Kubrick est célèbre pour son obsession de la perfection, exigeant souvent des dizaines, voire des centaines de prises pour capturer chaque scène exactement comme il l'envisageait. Par exemple, la scène de Jack Nicholson qui est répétée 127 fois, par exemple, qui est très connue. Euh, il a une nécessité de contrôler l'environnement, il choisit chaque élément de décor, de la couleur des murs jusqu'aux accessoires en arrière-plan. Rien n'est laissé au hasard et tout est soigneusement calibré pour créer une atmosphère particulière. Il a une vision artistique absolue. Kubrick privilégie une esthétique rigide et symétrique, parfaitement storyboardée, s'assurant que chaque plan respecte un style précis et une composition équilibrée. On ne va pas dire qu'il est parfait, évidemment qu'il faisait des erreurs comme tous les autres réalisateurs. Cette précision donne à ses films une allure presque mécanique, souvent froide, mais visuellement hypnotique. Il avait une direction stricte des acteurs. Les acteurs étaient souvent contraints de suivre ses directives à la lettre avec peu de liberté d'interprétation. Kubrick voyait les acteurs comme des éléments de son tableau global à placer exactement comme il l'entendait pour servir sa vision artistique. On a de l'autre côté Clint Eastwood qui aime bien faire une à deux prises seulement, à l'opposé justement Eastwood est célèbre pour son habitude de ne réaliser qu'une à deux prises, confiant dans la première impulsion des acteurs. Vous voyez là il fait confiance à... Je pense que le premier souffle des acteurs est parfois le bon, le meilleur, parce qu'il faut comprendre que si on répète plein de fois, on perd en énergie en tant qu'acteur. Il estime justement, Eastwood, que les performances sont plus authentiques et naturelles si elles sont capturées justement dans la spontanéité. Il donne une liberté d'interprétation pour les acteurs, il fait confiance à ces acteurs, leur permettant d'apporter leur propre touche au dialogue et au mouvement. Il les encourage à explorer leurs personnages de manière instinctive, ce qui donne souvent des performances plus organiques. Il y a une priorité à l'efficacité. Eastwood adopte une approche minimaliste sur le plateau, se concentrant sur l'essentiel et terminant généralement ses tournages en avance. Il estime que moins de contraintes techniques ou répétitions permettent aux acteurs de se sentir plus libres et d'adopter des choix plus audacieux. Il y a une confiance dans son équipe. Eastwood accorde une grande autonomie à ses équipes techniques et ne passe pas des heures à peaufiner chaque détail. Il préfère se concentrer sur l'énergie de la scène et la sincérité des interactions. On peut comparer les deux approches et l'impact sur les films. En termes d'impact visuel et atmosphérique, les films de Kubrick sont immédiatement reconnaissables par leur esthétique méticuleuse et leur atmosphère pesante, tandis que ceux d'Eastwood tendent vers un réalisme brut et direct, souvent plus intimiste et naturel. On peut voir en haut à droite plusieurs plans qui viennent des scènes de 2001 l'Odyssée de l'espace, avec des plans iconiques, parfaitement symétriques et équilibrés à l'image. Et on voit en bas des scènes de Grand Torino d'Eastwood, avec des séquences plus brutes, plus organiques. Justement, sur la direction d'acteurs, les acteurs dirigés par Kubrick peuvent se sentir enfermés dans une interprétation stricte, alors que ceux sous la direction d'Eastwood bénéficient d'une plus grande liberté, donnant lieu à des performances plus variées et imprévisibles. Kubrick est connu pour ses plateaux exigeants, prolongés comme on l'a dit, générant souvent de la frustration chez les acteurs, tandis qu'Eastwood préfère des tournages courts, efficaces et moins éprouvants. Kubrick, en termes de résultat final, va offrir une œuvre extrêmement soignée, souvent abstraite et intense, alors qu'Eastwood privilégie la simplicité et l'humanité, créant des films qui misent davantage sur l'émotion brute et la narration. Voilà, avant de passer à un prochain cours, l'idée c'est pas de se dire je veux faire que du Kubrick ou je veux faire que du Eastwood, il y a plein d'approches différentes. L'idée est pour vous de développer votre propre approche, tout en restant humain, d'avoir un point de vue humain, de prendre et de comprendre les considérations de chacune et de chacun, que ce soit les comédiens, les comédiennes, les équipes techniques. Il faut être à l'écoute et pouvoir être flexible et s'adapter pour avoir la meilleure performance possible le jour J sur le tournage. Voilà. Je peux vous le dire maintenant, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.